En réalité, cette date est une date qu'on peut dire malheureuse, hein. D'abord, on est assez surpris que ce jour-là, quand on regarde le calendrier très attractif et récent de l'actualité politique au Cameroun, on se demande pourquoi ce jour a été retenu. Premièrement, le MRC, qui est quand même un parti structuré avec des gens qu'on suppose, notamment une constellation d'universitaires. On a vu le président de la République prêter serment. On a vu le président de la République faire un nouveau gouvernement. On a vu le président de la République recevoir les vœux des diplomates en début d'année. On se demande que lorsqu'on a regardé tous ces événements, quelle était la nécessité encore de poser la question de la contestation des résultats. Parce que le libellé lui-même de venir contester les résultats posait un problème. La formulation de la question de la victoire volée en elle-même posait problème, dont la date et l'événement sur le plan structurel et sur le plan de la démarche posait le problème de la formulation. Et vous avez vu que la mobilisation a été assez maigre, parce que on ne mobilise pas un peuple qui a faim sur des questions qui ne les touchent pas directement. Si vous les mobilisez sur les questions d'amélioration des conditions de vie, il y a de fortes chances que les gens vous suivent. Mais si vous venez mobiliser uniquement en disant « moi, on m'a volé ma victoire », en réalité, le gars qui a son épicerie à côté ou bien qui a sa moto, lui, son problème, c'est de faire ses courses dans la journée, pouvoir payer de quoi manger à ses enfants et à sa femme. Bon, la victoire volée, sur le plan de la géographie alimentaire et la proximité des intérêts, ce n'est pas ça qui peut lui donner les intérêts, les insomnies. Donc, je pense que le MRC aurait dû surseoir ce jour-là comme jour de marche, tout simplement pour des raisons qui me paraissent évidentes. D'abord, ça n'allait pas faire monter quoi que ce soit au niveau des enchères politiques et ça n'allait pas inverser le rapport de force. On reviendra certainement peut-être sur la question même du rapport de force. Pourquoi mobilise-t-on? Et à quel moment peut-on mobiliser? Quand vous voyez les faits qui ont marché en 90, il y avait des bonnes raisons pour que cela marche. L'ensemble de l'Afrique subsaharienne avait les mêmes problèmes, les questions de démocratie, de multipartisme et les questions des droits de l'homme qui se posaient et l'amélioration des conditions de vie des populations. De Libreville à Abidjan, en passant par Lomé, Cotonou, Yaoundé, Douala, partout à Abidjan, toutes les populations étaient en éveil et en ébullition. Or, aujourd'hui, de façon isolée, au moins le contexte international et national ne s'y prête pas. Intégrer qu'une marche peut fonctionner pose un problème de stratégie et de tactique sur le plan politique à proprement parler. Bon, quand on le regarde très bien de près, première chose, le pouvoir de Yaoundé a une lecture simple. D'abord, à travers ce procès, affirmer son identité d'un pays indépendant. Le président Biya ne peut en aucun cas céder sur aucune pression là. Ça, tel qu'on est parti. Vous verrez que les Américains, les Français auront fait des délégations ici. Il y aura plus de rendement dans les médias que dans la diplomatie de coulisses. Aucune nation, aucune grande puissance ne prendra fait et cause pour un individu, quel que soit. Parce que De Gaulle avait défini la politique intérieure et extérieure de la France qui est valable pour l'ensemble des puissances. La France ne reconnaît pas les hommes qui passent, mais les États qui demeurent. La France n'a pas un lien affectif, quoi que ce soit avec, quel que soit le candidat, en poste ou la preuve. Lorsqu'en 82, M. Mitterrand arrive ici, qu'est-ce qu'il dit au président Biya? En faisant un geste qui demande, la France est à l'aise avec vous. C'est-à-dire que M. Ahidjo, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est-à-dire l'État du Cameroun demeure. Maintenant, c'est vous qui êtes là, la France est à l'aise avec vous. Donc, si les gens ont des projections, moi j'ai eu à regarder un peu des démarches assez puériles lorsque le diplomate américain arrive. Je vois des gens dans les médias s'excitant en disant un peu comme le petit enfant lorsque sa mère vient de la bastonner, il voit son père arriver, il dit « Ah tiens, le moment est arrivé, on va libérer le professeur Kamto et Seko, accusé le lendemain ». Ça me paraissait assez puéril et à la limite une lecture totalement juvénile.
le régime de Yaoundé, à partir de ce procès, va s'affirmer et continuer à démontrer qu'ils sont indépendants. Pour une raison simple. Quand on a vu quelqu'un comme Thierry Atangana, Thierry Atangana étant français, la France s'est mobilisée au plus haut sommet. Le chef d'État français en a fait un débat, en a fait un sujet. L'ambassadeur de France ne voyait pas le président Biya sans qu'il soulève cela. Ça n'a pas empêché M. Thierry Atangana de faire 17 ans là-bas. Dans ce procès, le président Biya et son administration veulent s'affirmer. Maintenant, à l'issue, je crois que lorsque on va tenter d'oublier, connaissant comment le régime fonctionne, le président Biya, en fonction des motifs qui vont être retenus à travers les tribunaux, le président Biya peut les gracier. Au moment où on s'attend le moins. Parce que quand on fait une sorte de retour d'image et de rétrospection, en 1984, le putsch était un peu violent, mais une année un peu avant, vous vous souvenez de l'affaire Ibrahim et l'affaire Salatou. Lorsque les esprits se chauffaient, tout le monde était dans l'euphorie. On pensait qu'on va libérer ces deux officiers. Pas du tout. Le président Biya a attendu 1984. Lorsque le Cameroun a gagné la Coupe des Nations en Côte d'Ivoire, dans cette euphorie, les Lions arrivent, etc. Le président Biya a glissé la libération de ces gens-là pour montrer, parce que le président Biya, et comme tous les autres chefs d'État, montre que c'est lui qui est maître de jeu. Parce que si déjà il libère le professeur Kamto sous le feu de la pression, d'abord il reviendrait dans la rue pour montrer à ses adeptes qu'ils ont des accointances et des soutiens extérieurs, et après Kamto, ça sera une autre qui fera. Donc aucun système politique ne donnera une ouverture, que cela soit une litanie qui revienne à longueur de jours et de semaines. Chacun veut montrer que c'est lui qui a les leviers et les guidons de son pouvoir. Donc à cette démarche-là, le président Biya ne pourra pas céder. Mais une chose est sûre, maintenant, les chefs d'accusation qui seront retenus vont être déterminants par rapport à l'issue du procès. Mais une chose est sûre, à un moment euphorique, lorsqu'on aura baissé la garde, le président Biya, je crois, va gracier M. Kamto et ses adeptes. Vous avez vu qu'il a commencé déjà à libérer quelques-uns, les seconds couteaux, les nouveaux, qui en réalité, c'est du menu frétin pour eux. Donc petit à petit, ils vont aller progressivement jusqu'à ce qu'ils montrent que c'est eux qui sont maîtres de jeu. Quand on regarde de très près, l'influence internationale aujourd'hui a de plus en plus moins d'effet. Ça s'est réduit un peu comme peau de chagrin parce qu'aujourd'hui, on n'a plus ces histoires de bloc Est-Ouest, bloc Ouest. À l'époque, lorsque vous étiez du côté de l'Europe occidentale et que vous avez le soutien de la France ou d'autres, même la France savait qu'à tout moment, il ne faut pas trop faire pression parce qu'à tout moment, le pays en question pouvait devenir plutôt allié de Moscou. Or, aujourd'hui, le rapport de force internationale a fait que les pays occidentaux n'ont plus trop d'influence sur les pays africains. Deuxièmement, il y a aussi un problème de régénération des effectifs, que ce soit à l'Élysée ou à la Maison-Blanche. Et chaque président vient avec son effectif, sa touche personnelle. Donc, quand on regarde aujourd'hui la panoplie d'avocats de renom à force réputation qui arrivent et qui sont là, dont on imagine que la descente à Yaoundé fera sauter la Légion et puis faire sauter le professeur Kamto. Quand je dis la Légion, forcément juridique, ça n'a pas d'effet direct. Parce qu'on a vu lors le Cameroun a eu à faire des progrès. Je vais refaire une petite digression et une rétrospective pour qu'on ait un peu une fixation. En 1970, Ernest Ouandié de l'UPC, le dernier chef historique de l'UPC, a eu son procès. À l'époque, Maître Jacques Vergès, qui devait conduire la délégation et la constellation des avocats qui devaient venir à sa défense. À l'époque, le régime de Yaoundé avait plutôt refusé carrément les visas à ces avocats. C'est-à-dire que leur seule présence aurait pu faire trembler les murs. On a refusé. On a donné plutôt à Ernest Ouandié un avocat d'office qui lui aussi a refusé. Donc aujourd'hui, on a plutôt ouvert les vannes. Les avocats sont arrivés. Et le régime est capable de...
jouer sur la durée et ces avocats n'auront pas le temps. Le nombre de renvois que cette affaire peut bénéficier va faire qu'à un moment donné, vous pouvez venir aujourd'hui. On sait que vous êtes à l'hôtel, je passe en publicité, un des 4 étoiles de Yaoundé. Le jour où vous repartez, on renvoie la semaine qui revient. On renvoie. On sait que vous n'avez pas ça comme affaire, vous allez abandonner. Donc, et les Nations Unies, n'oubliez pas que les mêmes pays qui sont à la CE, à l'Union européenne et autres, ceux qui sont là-bas aux Nations Unies ont les mêmes droits de veto. Pourquoi ils refuseraient sur le plan bilatéral une option et sur le plan multilatéral, ils devraient prendre une autre option? L'expérience des Nations Unies, je crois que c'est un choix qui est assez malheureux. Citez-moi un seul cas où les Nations Unies ont réglé vraiment un problème. Bon, alors vous voyez, déjà même à l'époque des demandes des indépendances du Cameroun, Ruben Oumiobe allait aux Nations Unies. Les Nations Unies ont dit on a pris acte. On a pris acte. Bon, pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on a pris acte. Jusqu'au moment, les Nations Unies, les grands pays fonctionnent en termes de rapport de force. Lorsque le rapport de force est défavorable ou favorable à un camp, ils prennent position. Que ce soit en Algérie, tant que le président était là, en réalité. Les Américains, tant que tu es assis, Omar Béchir au Soudan, tant que tu es assis, c'est toi qui es là. Le jour où tu pars, on commence à attirer l'attention du CPI et autres. Et l'expérience récente, même sur le continent, a montré que on a beau être bien introduit, avoir un carnet d'adresses solide. Le cas le plus patent, c'est Jean Ping. Jean Ping a été président de l'Union africaine. Jean Ping tutoie la quasi-totalité des chefs d'État africains. Jean Ping a des entrées à l'Élysée, aux Nations Unies, au cœur de l'Europe, au Parlement européen. Et il avait, à la différence même du professeur Maurice Kamto, je n'ose pas aller plus loin. Bon, mais je vais dire que le résultat de Ping était, même lorsqu'il est officiel, c'est vraiment au coude à coude. Or, ici, on est de 71 à 14, c'est-à-dire que sur le plan numérique même, les masses sur les lances peuvent ne pas suivre, la proportion est grande. Ping avait Libreville, Ping avait Port-Gentil, hormis le département d'origine de Bongoland. C'est-à-dire, or, toute l'expérience a montré que pour inverser le rapport de force, il faut avoir un assez solide carnet international et le networking. Et à l'intérieur, avoir les masses qui vous suivent. Ping les avait. Mais ça n'a pas empêché que, à ce jour, ce n'est pas Ping qui fait plus problème, mais c'est l'état de santé personnel du président Ali Bongo qui l'empêche de gouverner, mais ce n'est pas Ping. On a vu le cas à RDC, Martin Fayoulou, avec les budgets qu'il a eu autour de lui, avec des gens comme les Moïse Katumbi, etc., Jean-Pierre Bemba, et les mêmes carnets d'adresse, et même des chefs d'État les plus proches de la RDC, le soutiennent de façon visible. Je dis visible, clairement, en fait, tout ce que ça comporte. Il n'a pas pu inverser le rapport de force. Même l'Église catholique, qui a souvent un aller objectif des différents pouvoirs, et en cas de RDC, pour le cas, ils étaient contre Kabila. Mais lorsque ça a tourné, ils ont pris le sens en disant pour l'instant, laissons quand même, on va s'accommoder, donnons le temps et on appréciera. Donc, lorsqu'on regarde tout cela, le cas du professeur Kamto ne laisse pas beaucoup d'espace pour... Parce que d'abord, son entourage, on a l'impression que beaucoup de gens sont plus excités et quittent la froideur de l'analyse politique pour faire la politique plus avec le cœur qu'avec la tête. Quand vous voyez des gens comme M. Zongan, c'est des anciens du RDPC qui sont un peu aigris d'avoir été là-bas sans avoir éteint le sommet. Les autres, c'est pareil, pour la plupart. Donc la politique, comme le disait Ruben Oumiobe, ça se fait avec la tête et posée et non avec le cœur. Parce que le cœur est l'endroit des sentiments. J'aime tel, je n'aime pas tel. Et le cœur est l'endroit où les sentiments sont plus excités, où la tête a plus le temps à poser des questions de façon plus simple. Donc la Légion étrangère n'a pas de beaux jours pour influencer la démarche du procès du professeur Maurice Kamto.